Hello et bienvenue dans la saison 2 de Layup, ton rendez-vous NBA, ton rendez-vous préféré. Salut Chris. Salut Pierre. Comment as-tu vécu cette courte intersaison ? Très bien, on ne s'est pas revu depuis le titre. Exactement. Pas commenté. Les Lakers, Oui. J'allais dire comme prévu. Oui, c'est Comme exactement prévu. ce qu'on Bon, avait voilà, dit. bon, bah, très bien. Voilà, c'est ce Je qu'on crois avait- que d'ailleurs, il y en avait un de nous deux qui avait dit 4-2. Oui. On dira pas lequel. Non, on ne dira pas le Non, mais bravo aux Lakers, ils étaient attendus par tout le monde, ils sont arrivés, ils ont gagné. Exactement. On va pas tergiverser parce qu'on a une émission extrêmement dense avec des previews, avec des coups de cœur. On va parler des rookies, on va parler de l'intersaison, on va parler de toutes les équipes de la Ligue dans cette grande première de la saison 2. Et on commence tout de suite par la conférence Est. Jingle. Et on va commencer tout de suite par les équipes de bas de tableau, les équipes de la 15e à la 11e place. Et on dévoile chacun notre tour l'équipe qu'on va voir dans cette partie de tableau qui n'a absolument rien à jouer si ce n'est les tours de draft. Alors à la 15e place, Chris, qu'est-ce que tu as comme équipe ? Eh bien, à l'Est, à la 15e place, j'ai mis les Cleveland Cavaliers. Ok. Eh bien, moi je les vois un tout petit peu plus haut. Un petit mot sur ces Cavs ? Les Cavs ne se sont pas spécialement renforcés outre mesure, mais en plus, c'est l'anti-process. Je n'y crois pas. Voilà, tout simplement. Il y a un moment donné, il faut dire ce qui est par rapport à une équipe. Et les Cavs, je ne les vois pas faire mieux que l'année dernière, voire pire, parce qu'il y a d'autres équipes qui sont un peu consolidées, qui seront devant eux. Bon. Ok. Oui, moi aussi, je vois pas grand-chose. Ils n'ont pas réussi à se débarrasser de Kevin Love, qui se retrouve empêtré là-bas. Drummond a activé sa player option, donc ils auront quand même, pourtant sur le papier, une raquette de All-Star. Oui. Quand même. Ils ont perdu Tristan Thompson, qui était quand même un des derniers figurants du titre des Cavs. Donc on tourne définitivement la page des Cavs de LeBron. Non, franchement, il y a des jeunes, il y a Garland, il y a Sexton. Ils ont drafté quand même Isaac Okoro. Je pense que c'est un petit peu une des sources intéressantes pour l'avenir. Mais effectivement, on ne voit pas réellement quelle option ils veulent prendre. Et je pense que tant qu'ils ne se seront pas débarrassés de Drummond, bon, de toute façon, à la fin de saison, il est libre. Et Kevin Love, ils ne pourront pas réellement partir de l'avant. Donc c'est un peu compliqué pour cette équipe. Ça reconstruit pas. Moi, j'ai l'impression qu'ils joueront directement, effectivement, à la draft. Oui, de toute façon, ils vont vouloir perdre. L'arrivée de Javal McGee pour remplacer Thompson, mais qui de toute façon sera derrière Drummond. Ouais. Donc, moi non plus, je te dirais où ils sont, mais ils sont guère plus haut. Alors moi, à la 15e place, désolé, mais je vois les Pistons, qui ont pourtant drafté Killian Hayes, français le plus haut drafté de l'histoire. Qui a déjà sa place de titulaire d'assuré pour le début de saison. Oui. Dwayne Casey l'a annoncé, c'est plutôt intéressant. On aura la saison 2 à voir de Sekou Doumbouya. Je les vois aussi bas tout simplement parce que je pense que Griffin restera pas là-bas. Et je suis pas sûr non plus que Derrick Rose restera non plus. Donc, que des jeunes. On voit à peu près la piste qu'ils veulent prendre. Ils ont signé quand même Jeremy Grant. Ce qui montre aussi qu'à mon avis, il ne compte pas beaucoup sur Griffin. Malheureusement, il va être aussi un peu dans les pattes de Sekou Doumbouya, à moins qu'il le fasse jouer 3. Mais très clairement, je ne crois pas que ça soit un 3. Bon, tu nous diras quelques mots si tu les vois un peu plus haut. Moi, je les vois 15e. Une équipe en reconstruction. Il y aura des bonnes minutes pour Killian Hayes. Et j'espère un bon développement pour Sekou Doumbouya. 14e place, je vois les Knicks de New York. Et toi ? Charlotte. Oh, Charlotte Hornets, très 14e. dur pour Charlotte. Oui. Vas-y, Charlotte. Charlotte, pour moi, ils ont fait le gros transfert de l'Est. Enfin, des gros transferts de l'Est, dans la mesure où... non. C'est pas un transfert, c'est une signature, d'ailleurs. C'est une signature, pardon. Ils ont fait la grosse signature de l'Est avec Gordon Hayward. Le gros problème de Gordon Hayward, c'est qu'il est déjà blessé. Donc, ça veut dire qu'il va louper le début de saison. Derrière, ça reste encore jeune. Moi, ça me paraît être une équipe... qui essaye de se construire, il y avait une volonté en faisant venir Gordon Hayward, mais elle n'aura de toute façon pas les armes pour lutter beaucoup plus que ça, à mon avis. J'en parlerai un peu plus tard.
Mais pour aller dans ton sens, et c'est surtout qu'ils n'ont pas du tout réglé leurs problèmes à l'intérieur. Personne. Et la doublette Biombo-Cody Zeller en NBA, ça vaut pas grand-chose. Alors je te disais qu'à la 14e place, je voyais les New York Knicks, qui feront guère mieux que l'an dernier, pareil en termes d'avenir. Le meilleur joueur actuellement, c'est probablement Julius Randle, hein, un joueur auquel ils ont donné quand même un bon contrat l'an dernier. Un des avantages de cette intersaison, c'est qu'on les a pas vus filer tout un tas de pognon au premier joueur qui passe, donc ça c'est intéressant. On a parlé de Russell Westbrook, on a parlé de John Wall, on a parlé de plein de joueurs. Heureusement, ils ne sont pas tombés dans ce panneau-là, donc on repart avec les jeunes. Le gros changement, ça sera l'arrivée de Tom Thibodeau quand même. Et la draft de Obi Toppin, qui est un vieux rookie, entre guillemets, mais qui est quand même un joueur intéressant avec un profil un petit peu similaire à Marestou de Mayer, comme ça, un 4 très athlétique. Est-ce que c'est la dernière chance pour Frank Ntilikina? Peut-être. Qui joue pas beaucoup en pré-saison. Non, ça c'est pas bon signe. Ouais. En plus, apparemment, Dennis Smith Jr. Se serait entraîné, il montre de belles choses en défense, donc ça c'est pas bon signe. Et puis R.J. Barrett, par contre, on va attendre beaucoup d'R.J. Barrett, qui a quand même qu'on a vu un peu. Un petit peu en dessous des attentes en saison 1. Saison et là, 1. En saison 2, est-ce que on a vu beaucoup de joueurs des fois s'épanouir sur une deuxième saison, et je pense que j'ai encore confiance en ce joueur, et puis le fait qu'il n'ait pas surpayé certains joueurs, il va avoir beaucoup de ballons, beaucoup de tickets shoot. Je crois que cette année, ça peut être l'explosion d'R.J. Barrett. Pardon. Et ça peut être sympa à avoir joué. Ils ont recruté le fils Rivers, Austin Rivers, qui, à mon avis, en sortie de banc pour jouer aussi un bon petit rôle. Qui peut apporter du rythme, voilà. Tout à fait. Ouais. Et puis Mitchell Robinson, quand même, à l'intérieur, qui a montré des belles choses et qui, à mon avis, peut encore progresser. Voilà. Mais j'en attends pas beaucoup de New York. Ça sera encore une équipe qui va chercher un haut choix de draft l'année prochaine. 13e place. Eh bien, j'en attends pas beaucoup plus parce que New York, je les ai mis en 13e position. Est-ce que tu rajouterais Non, il n'y a rien à rajouter. C'est une équipe qui essaie de se construire. Pour moi, le plus, si jamais ça se confirme et si jamais on retrouve l'entraîneur qu'il était, c'est Tom Thibodeau. Carrément. Voilà, c'est la valeur plus sur New York, c'est celui qui peut donner une cohérence de la défense déjà, normalement, parce que c'était quand même un spécialiste de la défense. Bien sûr. Et puis après, place aux jeunes. On a vu pendant ce que tu disais, là, pendant les matchs de pré-saison, un petit peu plus de place donnée à Barrett, justement. Ouais. Donc, ça peut même... Il semble être le leader désigné, quand voilà, même. C'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et puis des belles dispositions, en tout cas physiques, de Bitopin, le impressionnant. Il est impressionnant. Et pour rajouter quelque chose sur Thibodeau, parce qu'on se rappelle surtout de l'aspect défensif de ce coach, faut pas oublier qu'avec les Bulls, c'est lui qui a quand même favorisé le développement de Noah, de Jimmy Butler, bien sûr de Derrick Rose, de tout un tas de joueurs. Donc peut-être qu'il va pouvoir aussi favoriser le développement de tous ces jeunes joueurs. Et on peut le voir aussi comme un désavantage. C'est vrai qu'il a un peu cassé des joueurs en leur donnant beaucoup de minutes, mais on peut penser aussi que s'il a confiance en certains joueurs, il va justement leur donner beaucoup de responsabilités. Il est tout simplement le coach qui a eu la meilleure équipe des Bulls depuis Jordan. Exactement. Donc, à cette époque-là. Et puis on lui souhaite de réussir et puis de mener à bien ça à New York. Maintenant, il a des jeunes en construction, mais bon, 13e. Ok. Eh bien, la 13e place, moi je vois les Cavs, on en a parlé tout à l'heure, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Effectivement, je pense que 13e place, c'est vraiment le plafond qu'ils peuvent viser. On est bien loin des années de LeBron. 12e place. 12e place, on va pas beaucoup y revenir non plus, mais j'ai mis Détroit. Alors sachant que moi, dans les, on va dire jusqu'à les 4 derniers, les 4 derniers sont des équipes qui peuvent peut-être s'interchanger, même si je vois un peu Cleveland en dessous, mais j'ai quand même établi un classement, mais Détroit, avec, à mon humble avis, effectivement, le seul intérêt qui vaut de regarder Détroit, ce sera nos deux Français, que tu as évoqué tout à l'heure, parce qu'il faut les voir progresser, évoluer dans la NBA, et j'espère pour eux bien évoluer, et effectivement, équipe même pas en reconstruction, parce qu'il leur manque encore à enlever, on va dire, de la construction d'avant, 2 piliers. Exactement. Donc ça veut dire que la place n'est pas encore faite pour les jeunes. C'est ce que je disais, pour moi, ils penseront qu'à dégager Griffin et Derrick Rose. C'est ça. Surtout Griffin, qui a quand même un gros contrat, qui avait montré des très belles choses il y a 2 ans seulement, et il faut se rappeler qu'ils allaient en play-off. Mais je pense que très clairement dans l'optique, avec les recrues, il faut quand même voir qu'ils ont recruté 50 000 postes 4 et 5.
C'est un peu surprenant. À mon avis, c'est qu'ils veulent pas garder Griffin, Je pense pas. qui a joué en pré-saison. J'espère qu'il sera en forme, mais je pense qu'il fera le bonheur d'une autre équipe. Oui, ça reste un grand joueur, hein, mais effectivement, reconstruire tant qu'il y a ces deux éléments-là encore dans le roster, ça me paraît compliqué. Très compliqué. On ne peut pas faire de place aux jeunes, on ne peut pas balayer d'un revers de main ni Derrick Rose et encore moins Blake Griffin. On était à la 12e place. Oui. Eh bien, moi, je vois les Hornets. T'as pas du tout parlé de la Melo Ball, qui, sur les premières images et ce qu'on avait pu en voir avant, semble avoir un petit quelque chose d'intéressant à la création. Il est très grand, balle en main, il a la tête haute, il a une attitude, il a une vision du jeu, je trouve qu'il a quelque chose. Après, apparemment, il a des grosses lacunes défensives. Physiquement, il va un petit peu peiner sur les meneurs un petit peu pitbull, les rosters, les bêtes physiques de la ligue. Mais je pense que c'est intéressant. Après, il y aura quand même des minutes à partager avec peut-être les deux meilleurs joueurs de l'année dernière, Terry Rozier et Devonte Graham. Et dans tout ça, il y a même un Malik Monk qui a quand même montré des belles choses et qui est aussi à l'arrière. Donc embouteillage à l'arrière, et comme je le disais tout à l'heure, pas grand monde à l'intérieur. Lacune à l'intérieur. Alors, oui, j'ai pas parlé d'Lamelo Ball et je m'en excuse Quand parce même. qu'effectivement c'est important. Cela étant, Lamelo Ball, c'est un joueur qui va être. C'est un joueur en devenir. Ouais, puis fantasque quand même. Qui est très fantasque, qui a des prédispositions au spectacle, d'après ce que j'ai vu, mais qui est un superbe joueur, qui est vraiment un superbe joueur. Cela étant, je pense qu'il faudra qu'il rentre dans le moule. La NBA, il y a 72 matchs cette année, c'est pas tout à fait de l'exhibition en permanence. Et je suis pas sûr que le personnage, et je suis un petit peu d'ailleurs sous le fait de ce qu'on voit à côté, à tort peut-être. Sur le terrain, il est très bien, il a la balle, la tête haute, tu as raison, c'est très agréable à voir jouer. Maintenant, 72 matchs dans une configuration NBA, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc j'attends un peu et je suis un petit peu, non pas sceptique à terme, mais pour l'année prochaine. Ah, puis on n'a vu que 12 matchs dans le championnat australien. Donc qu'est-ce que ça vaut maintenant en NBA Bon, l'intérêt, c'est qu'on va quand même un peu lui filer les clés de la boutique et qu'en plus, il y a quand même une attente et puis un intérêt médiatique autour du joueur qui sont énormes. Et si ça peut mettre un peu de lumière sur la franchise de Jordan, c'est pas plus mal. Et comme tu le disais tout à l'heure, la recrue de Gordon Hayward, pour moi, ils se sont plantés, mais alors dans les grandes largeurs. Et c'est pas contre Gordon Hayward, qui je pense aurait rendu des services à plein d'équipes. On en parlait à Indiana, par exemple. Oui. Je pense que ça aurait pu leur faire franchir un cap. C'était le joueur qui pouvait être hyper intéressant dans un roster qui vise plus haut. Mais dans un roster comme ça, il va juste prendre des minutes à des joueurs qui en ont besoin. Et même s'il est très polyvalent et puis il va lâcher la balle, je pense qu'il est altruiste. Oui. Mais bon, déjà, de toute façon, il ne va pas prendre beaucoup de minutes en début de saison. Mais c'est un joueur... qui est propice à la blessure et à qui on a filé un énorme contrat pour un joueur qui a déjà plus de 30 ans et en plus qui n'apporte même, je pense qu'au niveau intérêt médiatique et tout, pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Il va ni faire franchir un cap à l'équipe sportivement, ni au niveau des médias et des spotlights, comme on dit. Donc je vois pas trop l'intérêt et c'est sûr 3 ou 4 ans le contrat donc oui non, mais ils se sont attachés, ils ont envie de construire autour de Gordon Hayward de toute évidence mais effectivement tu l'as raison, il va prendre de la place à des jeunes de millions l'année oui c'est conséquent, donc il va effectivement prendre un peu de place dans le jeu pour des jeunes qui en auraient eu besoin, mais bon maintenant il faut voir mais ça va être compliqué. Un petit mot sur le fait quand même qu'ils se sont libérés de Batum. On en parlera un peu plus tard. Alors, voilà. Mais ils vont devoir le payer 9 millions par an chaque année. Et ça rentre dans le salary cap. Donc, non, c'est pour faire de la place à Gordon Hayward. Franchement, je ne comprends pas cette signature. Faut dire qu'au passage, quand même, les Celtics récupèrent la plus grosse trade exception de l'histoire. Ils ont 27 ou 28 millions de trade exception à dépenser dans l'année qui suit. Donc... pour le moment, il ne semble pas avoir envie de bouger, donc peut-être à l'intersaison prochaine. On verra. Alors 11e place, donc juste à la porte de la 10e, c'est-à-dire à la porte des play-in, j'ai mis Chicago. Chicago qui me déçoit tous les ans. Un peu. Qui me déçoit tous les ans. Alors là, je les ai mis là parce que ça veut dire, évidemment... Le classement qu'on met là, il peut être bousculé, et puis j'espère qu'il sera bousculé parce que ça sera au moins des surprises et des choses agréables. Donc c'est la compétition qui veut ça, et tant mieux. Maintenant, Chicago, est-ce que Chicago peut gagner simplement avec Zach LaVine ? Justement, il n'y a pas que Zach et Lauri Markkanen. Maintenant, et Wendell Carter.
et Kobe White. Alors, oui, et ils ont aussi un jeune rookie qui est plutôt Patrick Williams. qui est plutôt prometteur au demeurant sur le papier. C'était Mais la surprise quand même de la draft. c'est vrai, mais bon. Ils ont quatrième choix, hein. Ouais, on peut faire confiance, je pense, au staff de Chicago pour avoir essayé de choisir quelqu'un de bien. Mais j'ai pas l'impression que les choses fonctionnent. Parce qu'effectivement, il y a du monde, effectivement, il y a du beau. Bon, enfin, il y a des très 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 beaux joueurs, mais ça ne marche pas. Ouais. Bah, l'arrivée de Billy Donovan. Alors, moi j'ai mis un petit crédit supplémentaire pour cette année quand même, hein, parce que je ne les vois pas dans le bas-fond. Et comme 11e. Oui, mais ils C'est peuvent un petit accrocher. peu moins bien que l'an dernier, je pense. Non, oui, mais 11e, ça veut dire qu'ils peuvent accrocher aussi une 10e place. Voilà, pour moi. Ok. Bah, je pense qu'on a un débat qui va être intéressant, parce que moi, à la 11e place, je vois Orlando. Alors, l'équipe d'Evan Fournier, pour moi, on a vu le plafond. Et je pense que, comme tu le dis, la conférence s'est quand même un petit peu renforcée. On parlera des équipes au-dessus. Et j'ai l'impression qu'Orlando n'a rien fait pour se renforcer. Et ils vont devoir commencer la saison sans Jonathan Isaac, qui est un des jeunes qui, pour moi, a le plus de potentiel de l'effectif. À voir ce que va donner un Mubamba. Mais tous les autres joueurs, pour moi, je pense que ça stagne. C'est une équipe qu'on a vu stagner. Il n'y a pas beaucoup d'ambition. Les meilleurs joueurs, alors sans leur manquer de respect, moi j'adore Fournier. Mais allez, tiens, un petit peu à la manière d'un... Enfin, c'est pas dans le même genre, mais qu'un Gordon Hayward, je pense qu'il a beaucoup à apporter dans une équipe de haut de tableau. Là, il va stagner, il va rester un bon petit joueur, hein, de 18-19 points, mais il va pas les emmener un peu plus haut. Et même si Vucevic a fait des très beaux playoffs l'an dernier, pour moi, on peut pas construire une équipe de playoffs autour de Vucevic. À voir si les joueurs au-dessus vont exploser. Je trouve que Aaron Gordon... Il ne me fascine pas, ce joueur. Il a des grosses qualités athlétiques, mais pour moi, c'est à peine un titulaire NBA. Ou alors, il devrait plus se spécialiser, mais c'est pas un joueur qui te fait passer un cap. Non, je suis un peu dur. Il y a Markel Fultz, mais alors qu'il sera jamais un premier choix de draft, je pense, déjà. Et à peine un titulaire. Je suis très dur. Ils ont perdu Augustine, qui a des bons services. Il y a Terence Ross qui est toujours là, mais ouais, c'est très très moyen. Et je les mets en dehors du play-in. Allez, on passe au play-in, justement. Je suis un peu d'accord avec toi, là on passe au play-in et on va enchaîner sur Orlando, j'ai pas grand chose à rajouter. Tu les mets 10e. J'ai mis 10e. Donc, Eh bien, moi, je mets les Bulls. Oui, voilà, donc ça revient. Donc, mini débat. Allez, mini débat. Mini débat, c'est rapide. Je pense qu'Orlando a une petite chance supplémentaire que les Bulls par l'expérience. Ils savent jouer, il y a un collectif, ils jouent ensemble, même si effectivement je suis persuadé qu'ils sont au taquet. Et je suis complètement d'accord avec ton analyse, ils n'iront pas beaucoup plus loin. Maintenant, l'expérience fait qu'ils peuvent accrocher les plays. Voilà. Eh bien, moi, je mets les Bulls devant parce que je pense qu'en termes de talent, c'est plus riche. Et je veux croire que Billy Donovan va essayer de trouver une sauce. On a vu, l'année dernière, il a donné le meilleur du groupe d'OKC. Effectivement, il y avait Chris Paul, mais c'est quand même pas Chris Paul qui a emmené tout seul cette équipe. Il a réussi à les faire jouer. Il jouait parfois avec 3 arrières, un basket d'arrière, c'était assez intéressant. Je veux croire en cet effectif. Enfin, je veux croire, je les mets 10e, hein, faut pas s'emballer non plus. Mais je pense que, allez, ça peut être mieux. Mark Cannon, ça peut pas être pire que l'an dernier. On a vu quand même Zach LaVine a tourné à 25 points par match l'an dernier. Pareil, c'est une arme offensive très intéressante. Wendell Carter a été beaucoup blessé. Il y a Otto Porter aussi à l'aile. Enfin, c'est un effectif qui est plus riche qu'il n'y paraît. Et je pense juste en me basant sur le talent, je les mets au-dessus d'Orlando. D'accord. 9e place. Je suis encore une fois très dur. Alors, on va commencer par le moins dur. Quoique moi, à la limite, pour certains, je veux pas être dur parce qu'il y a beaucoup de gens qui les voient assez haut, enfin plus haut en tout cas. J'ai mis Atlanta. Oui, je les vois beaucoup plus haut. Moi. Oui, alors certes, énormément de recrues, des belles recrues, il y a du beau monde, il y a du Bogdanovic qui arrive, il y a Rajon Rondo qui va arriver là pour chapeauter un petit peu tout ce monde-là. Trae Young est toujours là, bien évidemment, avec les jeunes, il y a Cam Reddish, Hunter, et bon... John Collins, qui est à l'intérieur. Et tu parles pas de Capella. Attends. Non, mais c'est pour ça qu'ils ne seront pas aussi bas. Oui, non, mais tout le monde est là, certes. Maintenant, eux n'ont pas changé de coach. Ouais. Et je suis un peu inquiet, moi. La façon dont le coach était capable de les faire jouer l'année dernière, c'était, je ne veux pas être médisant sur quelqu'un, c'est trop facile dans ma position, mais
largement insuffisant, on va dire. Largement C'est insuffisant. surtout la défense. Et puis, cata. alors, voilà, ils ont encaissé des points, en veux-tu en voilà. À chaque match, ils en prenaient. Alors évidemment, ils avaient Trae Young qui en rajoutait 30 à chaque match et qui arrivait à compenser, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Même lui, il avait un jeu qui était quand même surdimensionné par rapport à ce qu'il devrait faire sur le terrain. Voilà. Sûrement. Donc, j'espère que l'arrivée de joueurs confirmés, tels qu'on vient d'évoquer, avec le potentiel de jeunes qui est existant, ils peuvent faire mieux. D'ailleurs, bon, je les mets 9e, ça veut dire qu'ils jouent les play-in quand même. Hein. Mais je les mets pas plus haut. Voilà, à suivre. Je t'en parlerai un peu plus haut. Eh bien moi, je sais pas pourquoi on n'y croit pas chaque année, et pourtant chaque année ils nous surprennent en bien. Eh bien pour moi cette année ils vont nous surprendre en mal, c'est Indiana. Le pire c'est que j'ai pas beaucoup d'arguments parce que c'est vrai que cette équipe-là en pleine forme elle vaut beaucoup plus que ça. Mais allez, je pointerai du doigt Oladipo qui pour moi peut devenir vite un cancer pour cette équipe. C'est un peu dur de dire ça, mais il est revenu de blessure déjà pas complètement en forme, mais on peut l'excuser. Mais je trouve que dans l'attitude et dans les propos qui ont été rapportés, c'est pas terrible. Ça devrait être le leader de cette équipe, et pour moi, il va peut-être plus les tirer vers le fond qu'autre chose, parce qu'effectivement, il y a du Brogdon, il y a Sabonis qui nous a montré très très belles choses l'année dernière. Turner qui déçoit, mais qui est quand même un pivot solide, défensivement en tout cas. Le retour de Jeremy Lamb, TJ Warren qui était une des révélations de la bulle. Mais, et pour le coup, moi je pense qu'ils n'auraient pas dû se séparer de Nate McMillan. Est-ce que c'était pas lui qui à chaque fois arrivait à tirer le meilleur de ce groupe, malgré les blessures? On verra, mais pour le coup cette année, je trouve qu'il y a des équipes au-dessus. Allez, à la 8e place. On rappelle qu'à la 8e place aujourd'hui, ça ne te qualifie pas directement en play-off. Hein. Tu devras passer par un tournoi qualificatif avec les équipes qui qualifiées à la 9e et 10e place. Donc 8e, qui est-ce que tu vois? Je crois qu'on a les mêmes. 8e, c'est Washington. On est d'accord. Washington, arrivée de Westbrook, alors évidemment. C'est surtout ça. Électrochoc, je pense que c'est la chose la plus importante. Si, départ de John Wall, mais on le verra par ailleurs. Oui, mais, qui n'a pas joué depuis 2 ans. Déjà. Et même, on a vu de faire des belles choses. Hein. Mais bon, oui, arrivée de Westbrook, on connaît l'état d'esprit de Westbrook, ça a toujours été, premièrement, un coéquipier remarquable. Contrairement à ce qu'on peut croire, il y en a qui prennent pour l'individualiste, il peut l'être sur le terrain. Il peut être énervant sur le terrain, mais les témoignages qu'on a de ses anciens coéquipiers, c'est qu'il l'apprécie vachement. Il est très apprécié, donc je pense que c'est quelqu'un qui peut apporter énormément à une équipe. Bien sûr. La seule présence de Westbrook, avec le potentiel et puis le reste de l'équipe, bien évidemment, tu vas y revenir, mais fait que on est quand même... Oui, Bradley Beal, évidemment. On est quand même, moi je les classe quand même 8e. Et puis on a effectivement, on peut le critiquer énormément, hein. Westbrook, ses derniers playoffs étaient catastrophiques, je pense qu'il n'était pas au top physiquement, mais même les playoffs d'avant, il voulait trop en faire, enfin bon, il a les défauts de ses qualités. Mais en saison régulière, pour moi, quand il y a Westbrook et Bradley Beal dans ton équipe à l'Est, tu fais les playoffs. Allez hop, point barre. C'est peut-être le meilleur backcourt de la ligue, ça serait un débat à mettre sur la table. Il y a Chimura, ils ont récupéré Robin Lopez, enfin bon, ils ont drafté Deni Avdija, qui est très prometteur. L'Israélien, moi que j'ai vu avec au Maccabi, non, il était la dernière fois, c'est un superbe joueur. Alors maintenant, je sais pas comment il va s'adapter en NBA, mais superbe joueur. Il y a quelque chose. Ouais. Ils ont filé le pactole à Bertans, sans doute un peu trop, mais bon, ils ont pérennisé quelqu'un qui a quand même un bon shoot et une belle valeur dans leur effectif. Bah écoute, moi je pense que tout ça, faut savoir que Westbrook retrouve son ancien coach aussi, pas Terry Stotts, Scott Brooks, pardon, Scotty, son petit surnom. Non, je pense qu'effectivement on va avoir un Westbrook revanchard. En plus, on a eu quelques vents de ce qui se passait à Houston, et il n'était pas complètement d'accord avec tout ce qui était accordé à son ancien coéquipier Harden, et il n'était pas franchement heureux là-bas. Les langues se délient. Et effectivement, aussi pour aller du côté de Westbrook, on a vu que, regarde, il a réussi à laisser de la place à Harden, qui était quand même meilleur scoreur à ses côtés l'an dernier encore. Il avait réussi à laisser de la place à un Paul George. Donc je ne doute pas que Bradley Beal et Westbrook, ça puisse quand même fonctionner. Alors, je dis pas que ça va aller loin, hein, d'ailleurs, on les met que 8e, mais je pense que là on parlait de plafond, tiens, le plancher de cette équipe-là, c'est les playoffs. Je pense qu'ils ont, comme tu dis, il y a une propulsion arrière dans cette équipe de Washington qui est impressionnante. Hein. C'est énorme. Parce que si vous cumulez les stats de ces dernières années des deux,
c'est quand même quelque chose, évidemment. Je crois que c'était, oui, tu as raison, c'est inégalé. Hein, pour retrouver des choses comme ça, c'est Harden Westbrook l'an dernier. Par exemple, oui, déjà. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de Harden Westbrook qui se retrouve à Washington. C'est très bien. Et puis, oui, donc voilà, moi je les vois 8e, mais en effet, je ne vois pas faire les playoffs, mais néanmoins, ils auront un petit peu de mal par la suite. Ok. 7e place. Donc là, aux portes des équipes qui sont qualifiées sans jouer les play-in. Eh bien, moi, je vois une descente. Je vois Toronto. Je suis un peu dur avec Toronto parce qu'en plus l'année dernière on était plutôt enthousiaste par rapport au jeu qui était pratiqué. Mais je trouve que la perte d'Ibaka et de Gasol, ça fait quand même un sacré trou dans la raquette. Et au-delà de ça, on en avait parlé déjà précédemment tous les deux hors caméra, je trouve que Toronto devait aussi surfer sur la dynamique du titre d'il y a 2 ans. Et je pense que l'équipe va s'essouffler. Je pense que Kyle Lowry a prouvé à tout le monde que c'était un leader, mais il va plutôt vers du moins bien. Alors ils ont filé le pactole aux cyclistes à Van Vliet, c'est mérité. Je pense qu'ils pérennisent sur un joueur qui a montré des belles choses et qui progresse encore. Ils seront vachement dépendants de l'évolution de Siakam, qui a montré des limites l'année dernière. On en attend un peu plus de ce joueur-là. Après, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui évoluent plutôt pas mal. Les Chris Boucher, les Terrence Davis. Ils ont un super coach. Mais alors, je les mets toujours en play-off, mais je les vois peu à peu baisser. Je vois des équipes qui vont monter. Et je trouve que la dynamique n'est pas forcément en faveur de Toronto. Alors, je les demande qu'à nous faire mentir. Ils vont aussi jouer loin de leur base. Ça peut aussi être un petit peu désagréable pour eux. Écoutez, je vois Toronto 7e. Non, moi j'ai pas mis Toronto, je reviendrai, mais j'ai mis Indiana. Voilà, donc Indiana que tu as vu plus bas, moi je les vois encore. Guerre plus haut quand même. Guerre. Mais je les vois encore dans ce classement-là parce que c'est quand même une machine qui tourne. Et puis, il y a du monde. Il y a du monde et du beau monde. Alors je vais pas revenir à la composition de l'équipe, tout fait que moi je pense que j'ai encore une confiance. Alors, une confiance modérée dans la mesure où ils sont que 7e, je ne les mets pas aussi directement en play-off, ils ne sont pas dans les 6. Mais tu les vois baisser par rapport à l'an dernier. Je les vois un peu baisser par rapport à l'année dernière, mais quand même avoir suffisamment de potentiel, d'expérience et de talent sur le terrain pour pouvoir être encore là. Voilà. Allez, on s'attaque au top 6. Donc le top 6, presque encore plus que le top 4 avec l'avantage du terrain. Maintenant, t'assures une place en dehors de play-in. Donc il y a une espèce de revalorisation de ces 6e et 5e places avant qui étaient un peu bâtardes de milieu de tableau, où maintenant, t'as des matchs de barrage en moins à jouer, quoi. Eh bien, à la 6e place, moi, c'est ma grosse cote, parce que toi, tu les mettais franchement bas, c'est les Hawks. Et je vais revenir un petit peu sur l'effectif quand même. Je pense que Trae Young nous a montré des choses exceptionnelles en année 2. Et l'année prochaine, il va avoir à ses côtés un Bogdanovic. Il va avoir les jeunes, comme tu disais, les Werther, etc., qui vont progresser. Un peu de bouteille avec un Gallinari, pour le moment en sortie de banc, mais qui va apporter, on le sait, c'est 18, 19, 17 points facile. John Collins, dans la raquette. Capella, qui n'a pas joué l'an dernier. Auquel on peut ajouter Rondo. Attends, l'année dernière, l'apport de Rondo aux Lakers, c'était exceptionnel. Moi, je suis sûr que justement, Trae Young, qu'on faisait peut-être un peu trop l'an dernier, d'avoir comme mentor un Rajon Rondo, ça peut lui faire que du bien. Oui. En plus, si Rondo, il est venu un petit peu, pas forcément que pour l'argent, je pense qu'il y a le projet. Je pense que son rôle, il le connaît maintenant. Je les mets 6e et je pense que la mayonnaise va prendre. C'est ma grosse cote. Bon. Je ne vais pas revenir, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur Atlanta, donc je suis un petit peu sceptique quand même si c'est bourré de talent, et ça j'en conviens. Moi, la 6e place, les Philadelphia Sixers. Alors, les Philadelphia Sixers, je pense qu'il y en a d'autres qui les mettraient plus haut. Allez, on va en parler à 2, parce que moi je les ai mis à la 5e place. Bon, on peut en parler, ils sont à peu près dans les mêmes on va anticiper. Pour moi, les Sixers, ça peut être décevant par rapport au potentiel qu'on voit des Sixers quand même. C'est Embiid, Simmons, les arrivées déjà. Danny Green, Seth Curry, Howard. Ça veut dire 2 champions en titre. Oui, plus important, qui était parfois titulaire. Plus le frère de qui on sait, ou comme tu le disais souvent, dans la famille Curie, de toute façon, on sait shooter dès qu'on arrive au Exactement. Monde, c'est comme ça que ça marche. Donc je pense que c'est extrêmement intéressant. Plus une base, il conserve l'axe Simmons-Embiid, qui est des axes 1-5, même si 1, quand on parle de Simmons, c'est pas vraiment ça, mais enfin on va l'appeler comme ça, et un des plus enthousiasmants, je pense, de la NBA. Et Doc Rivers.
Doc Rivers qui arrive par là-dessus pour chapeauter tout le monde. Il est capable de faire jouer les gens ensemble sans être un grand stratège. Doc Rivers est un grand coach. Donc voilà. Finalement, le départ de Ford va faire un bien fou. Il avait un salaire qui, à mon avis, était disproportionné. Et surtout, il n'a jamais trouvé sa place à Philadelphie, malgré toute la classe de ce joueur. On l'a vu à Boston, il était hyper important. Mais c'est pas de sa faute. Non, c'est pas de sa faute. C'était un effectif qui était hyper mal foutu. Merci Elton Brand. Qui est toujours là. Qui est malheureusement toujours là. Oh. Et il n'avait rien à faire là. Il a dégagé du côté d'OKC pour faire de la place et pour rajouter des shooters. Parce qu'ils ont perdu dans le même temps l'année d'avant JJ Redick, ils se sont mordus les doigts. Ils rajoutent Danny Green, ils rajoutent Seth Curry. Ça va pouvoir respirer. Ça va élargir, ça va laisser de la place, et notamment à Ben Simmons. Notamment à Ben Simmons et à Embiid, qui à mon avis dans le système de jeu a rien à foutre au large en permanence. Normalement. J'espère. Voilà. Tout ça fait que je pense que les Sixers vont mieux jouer que l'an dernier, mais effectivement, moi je les vois quand même 5e, ce qui fait qu'ils seront quand même pas beaucoup mieux classés que la saison passée. Non, je suis d'accord avec eux. C'est à nous de nous prouver parce qu'ils nous ont laissé quand même sur notre fin. Et puis juste une toute petite notation cocorico supplémentaire, Poirier était signé. Et Poirier était signé. Ça peut paraître surprenant avec les qui pivots qui seront devant lui, 3 mais bon, ou 4e pivot parce que dans le même temps ils ont récupéré Tony Bradley aussi en provenance du TAC. Donc embouteillage pour Poirier, qui j'espère se fera sa place. Et puis, Doc Rivers nous doit une revanche quand même, parce que sa 3e élimination après avoir mené 3-1, ça fait beaucoup. On aime beaucoup le personnage, ça a l'air d'être un bon meneur d'hommes. Est-ce qu'il saura trouver les bons ingrédients pour faire des Sixers un prétendant ? Parce que si tout va bien, c'est une équipe qui est prétendante à la finale NBA. Absolument. L'année dernière, donc on n'y croit pas. En début de saison l'année dernière, on pensait qu'il pouvait y être. Oui. Mais cette année, non, on n'y croit pas, parce que pour l'instant, ils n'ont rien prouvé. Mais maintenant, comme on le disait en début d'émission, pourvu qu'on se trompe et qu'il y ait des grosses surprises. Effectivement. Alors moi, j'avais mis donc les Sixers 5e. Qu'est-ce que tu vois 5e ? Moi, Toronto. Toronto que tu as mis un petit peu plus bas. Toronto que tu as mis un peu plus bas, mais par contre, alors moi j'ai 2 remarques par rapport à Toronto. Effectivement, ils perdent de gros dans la raquette. Ils récupèrent Benz. Ah, Benz, oui. Oui. Bon, Aaron Benz, qui va apporter du poids, en complément de Daniel, de rien du tout. Pardon. Il récupère Aaron Benz qui va rapporter un petit peu ce qu'ils ont perdu dans la raquette. Ça ne va pas complètement suppléer, mais tout de même. Qui sort d'une belle saison à Phoenix. Qui sort d'une belle saison. Et en plus, moi je pense que... Alors Toronto, j'ai une énorme confiance dorénavant en Nick Nurse. C'est-à-dire que tous les ans, quel que soit l'effectif, même s'il n'a pas eu des sous-effectifs, il ne faut pas exagérer, il a su tirer le meilleur de cette équipe-là en les faisant jouer un des meilleurs collectifs de la NBA. Très sincèrement. Finalement, tu l'aurais mis chez les Hawks, tu les mets dans le top 4. Exactement. Voilà, un Nick Nurse chez les Hawks, ils sont dans le top 4. Ouais. Et donc Nick Nurse, même avec un effectif qui n'est pas celui des Hawks maintenant cette année, on espère aussi, autre espoir que j'ai, c'est que Pascal Siakam se sorte un peu de ses problèmes psychologiques, parce que pour le coup, là, il a un peu raté. Là, son passage sous la bulle, le pauvre Pascal, là, très moyen. Bon, il faut qu'il prenne conscience de ce qu'il est capable de faire et qu'il le fasse. Donc, et à partir de là, il n'y a pas de raison. Donc, toujours Toronto, oui, je les vois dans les 6, je les vois 5. On s'attaque aux équipes qui ont l'avantage du terrain. Alors, on rappelle que ça y est, les équipes retrouvent leur parquet, à part Toronto. Mais que pour le moment, très peu d'équipes joueront avec un public. Mais bon, il y aura quand même un avantage du terrain. Eh bien, à la 4e place, je vois les derniers finalistes NBA de la conférence Est. Je vois Miami. Alors cette 4e place peut paraître un peu basse, mais en fait je les vois progresser quand même par rapport à la saison passée en saison régulière, parce qu'ils ont fait des playoffs à mon avis formidables. Et je suis d'accord avec pas mal d'équipes qui disent que avec pas mal de journalistes qui disent que la bulle, en fait, tout ce qu'il y avait autour a un peu bénéficié à Miami. Je pense que le groupe a bien vécu et ils ont su en tirer le meilleur. Et peut-être qu'ils étaient en léger sur-régime. Je les vois quand même 4e, parce qu'il y a un effectif qui est en place, parce qu'il y a Butler, parce qu'il y a Adebayo qui va progresser. Il y a les pistoleros Tyler Hero et Duncan Robinson qui ne peuvent que progresser. Kendrick Nunn ne peut que progresser. On a toujours Iguodala. Alors les pertes de Jay Crowder et d'Eric Jones Jr., mais un peu compensées par l'arrivée d'un Avery Bradley en provenance des Lakers, qui va apporter beaucoup de défense et un petit peu de shoot à l'extérieur.
Et puis l'arrivée aussi d'un Mo Harkless qui va compenser la perte de Jay Crowder. Enfin bon, la base reste la même, les leaders restent les mêmes. C'est toujours très bien coaché par Spoelstra. Léonard. Et oui, ils ont re-signé Léonard, le porteur de serviettes le plus cher de toute la ligue. Et non, il y a un bel effectif, il y a du monde. Je les vois toujours 4e. Et attention en play-off, ils seront très très durs à prendre. Alors moi, c'est pas Miami que je mets encore, donc ça veut dire qu'ils sont un petit peu plus haut, mais pour l'instant, c'est les Boston Celtics. Ok. Alors, Boston Celtics... Bah écoute, on peut parler des 2 équipes parce que moi je les vois 3. Ouais, donc, écoute... Un mot à rajouter sur Miami? Oui, alors, mais Miami, je les vois au-dessus des Boston Celtics parce que l'expérience, quand même, de la finale... c'était la finale de conférence de l'année dernière, oui. Et Miami était au-dessus. Hein. Et Miami était au-dessus parce que Eric Spoelstra... Oui. Parce que l'effectif, parce que l'arrivée de Bradley, parce qu'une osmose, parce qu'une cohérence, et je pense qu'il s'est créé un groupe quand même, hein, même ils ont bien vécu la bulle, mais il s'est créé un groupe qui peut être restitué. Et puis il y a des fondamentaux. Maintenant, Miami c'est devenu une institution. Au même titre, on en parle alors il faut que ça dure, il faut que ça soit vraiment une institution. Ça s'appelle pas encore Boston ou Los Angeles ou les Lakers, mais néanmoins, ça fait quand même quelques années avec le coach, avec le staff et avec le parrain, Pat Riley, qu'on met en place à Miami un jeu remarquable. On tient compte de l'effectif, des effectifs, et puis je crois énormément en un Jimmy Butler, moi qui m'a séduit pendant tout ce qu'il a fait. Donc voilà, Miami donc un poil au-dessus. Sinon en Boston. Je les mets 3, et cependant, ce qui me fait peur, c'est Kemba Walker. Il va pas commencer la saison. Ils ont quand même misé gros sur lui. Et en début de saison, alors même si je trouve que le recrutement de Jeff Teague est une bonne chose, c'est un bon vétéran, un bel apport en sortie de banc. En titulaire, par contre, ça va être un peu léger. Il y a l'arrivée de Tristan Thompson, qui par contre va régler quand même un gros souci à l'intérieur qui était palpable du côté de Boston. Imagine l'année dernière s'il l'a vu en playoff, ça aurait peut-être pas été la même chose contre Miami. Et en plus, il garde Daniel Theis, qui pour moi est très complémentaire. Je sais pas lequel des deux ils vont faire commencer, mais ils vont se partager les minutes. Ça va être très intéressant. Ils perdent Gordon Hayward, mais qui à ce prix-là, de toute façon, ne pouvait pas être gardé. C'est quand même un soulagement d'avoir ce mec-là qui coûtait plus de 30 millions dans le salary cap. Ça va leur laisser de la place pour les années suivantes. Et puis, on a toujours les deux Jay, Jaylen Brown et Jason Tatum, qui pour moi sont c'est merveilleux. Hein. Ces deux jeunes-là, c'est des pépites, c'est formidable. Et l'âme de l'équipe, Marcus Smart. Il y a du monde. Je m'en fais pas pour l'équipe. Et puis là, en fait, on enchaîne le top du coaching, je trouve. Brad Stevens, qui est une des choses qui se fait le mieux. Mais maintenant, on va les attendre. Ça fait 3 finales de conférence en 4 ans, hein, quand même, pour Boston. Bah maintenant, il va falloir viser un peu au-dessus. Écoute, je suis pas tout à fait sûr qu'ils puissent viser au-dessus, par contre. Moi, j'ai un tout petit... Alors justement, je les mets 4e, moi je les mets en dessous Miami. J'ai une toute petite appréhension. J'adore cette équipe, j'adore les jeunes, tous ceux que tu viens d'évoquer. J'adore Brad Stevens, il a montré que c'était un vrai coach, il était capable d'intervenir dans les matchs, et puis il n'y en a pas beaucoup qui font. Cela étant, j'espère qu'il n'y aura pas une certaine lassitude. Parce que ça fait effectivement 3 ou 4 ans qu'on est au top niveau de la conférence Est sans rien décrocher. Donc il y a un moment donné, est-ce qu'il leur manque pas réellement quelque chose pour aller au-dessus? Est-ce que si ça ne fonctionne pas, la saison va bien se dérouler? On peut penser que oui, là, pour le coup, parce que... Le début de saison peut être dur, peut leur coûter des matchs qui peuvent coûter cher, hein, 72 matchs. Et puis, effectivement, je trouvais comme toi que Jeff Teague était une excellente recrue en sortie de banc derrière Kemba Walker, sauf que Kemba Walker se blesse. Alors là, pour le coup, il passe meneur numéro 1 et c'est plus tout à fait la même chose. J'ai peur sur le long terme, hein, moi, pour Kemba Walker. J'ai un peu peur sur le long terme. Bon, voilà. Moi, je les vois 3. Je pense qu'effectivement, accumuler les tours de draft et continuer de drafter au premier tour comme le fait Danny Ainge, c'est un peu trop. Déjà l'an dernier, à un moment donné, on peut pas tourner qu'avec des jeunes. Et en plus, ces jeunes-là, on peut pas leur donner de la place dans un effectif qui vise aussi haut que Boston. Il y a cette trade exception qu'il a dans sa poche, Danny Ainge, et j'espère qu'il peut en faire quelque chose, peut-être à la trade deadline, qui sera au mois de mars cette année, c'est un peu décalé. S'ils veulent faire quelque chose cette année, pour moi, va falloir un petit peu encore s'étoffer. Mais alors on parle du coach là-bas, c'est paradoxal, mais ils ont Brad Stevens qui paraît quelqu'un de complètement humaniste, etc., et qui a un rapport avec ses joueurs, et là pour le coup ils ont un manager, enfin je sais pas comment son titre, là qui est impitoyable. Hein. Bien sûr. Il n'aura
ni scrupule, Non. et en plus il a du talent pour recruter les gens. D'ailleurs, il était déjà dans des rumeurs de transfert, hein, Kemba Walker, alors c'était la recrue phare de l'année dernière. Exactement, donc Danny attention. Ainge, il va pas... Attention, parce qu'à un moment donné, le travail de Danny Ainge, quand on y réfléchit entre les blessures et les mauvais choix, les 3 grosses recrues des dernières années, c'était Kyrie Irving qui est parti, c'est Gordon Hayward qui est parti et qui s'est blessé, et maintenant c'est Kemba Walker qui est blessé. Il va falloir faire attention à ça. Ils ont bien drafté. Par contre, au niveau des drafts, ils ont super bien drafté. Le coup de Jason Tatum, c'était merveilleux. Hein. Parce qu'il l'avait visé, il était dans le viseur, hein, clairement. Il a échangé le premier choix de draft qui était Markelle Fultz pour redescendre à la draft parce qu'il savait que Jason Tatum serait libre en 3. C'était un coup de génie. Mais par contre, dans les recrues à l'intersaison, à chaque fois, pourtant, on se dit que c'est bien vu. Écoute, maintenant, peut-être falloir rajouter des ingrédients, faire quelque chose. Pour moi, il manque quelque chose pour viser plus haut à Boston. À la 2e place, je vois les Brooklyn Nets. Moi aussi. Et je pense qu'on est d'accord pour résumer cela par l'ajout d'un seul joueur, Kevin Durant. Et j'irai même plus loin. La justification qu'il ne soit pas premier... Vraiment, hein, je le prends comme ça. Hein. C'est que Kevin Durant n'a pas joué de l'année, Kyrie Irving n'a pratiquement pas joué. Il y a toute une mayonnaise à faire monter et à appliquer. Ils ont un nouveau coach, il y a un nouveau staff, enfin tout est nouveau. Ils ont un des effectifs les plus riches de la ligue. Par contre, un effectif extrêmement riche. Je te dis, moi, la seule chose qui fait ne pas mettre numéro 1, c'est que, il y aura un petit peu d'apprentissage et le long de la saison régulière, ils ne seront pas forcément tout de suite au taquet. L'expérience collective n'est pas là. Même s'il y a tout un tas de joueurs qui ont déjà joué ensemble et c'est une équipe qui faisait quand même les playoffs sans ces joueurs-là. Oui. Alors le projet avec le coach Kenny Atkinson, on fout ça à la poubelle. On récupère du clinquant sur le banc. Steve Nash, Mike D'Antoni, Amar'e Stoudemire, il récupère Udoka. Oui, sur le banc. Qui a une grosse expérience d'assistant, hein, qui a été formé par Greg Popovich, qui était l'année dernière chez les Sixers, qui, à mon avis, va beaucoup leur apporter. À la tête de tout ça, on met Steve Nash. Faut quand même se souvenir que ces dernières années, des coachs rookies, on les a vus gagner. Steve Kerr, Nick Nurse, Tyronn Lue. Oui. Ils ont tous gagné le titre en coach rookie. Donc la NBA a un peu changé. Et là, il y a quand même un peu d'expérience. Mike D'Antoni, on l'aime ou on l'aime pas, mais en assistant, il a su mener des équipes assez hautes. Donc moi, je suis plutôt enthousiaste. J'y crois. Je fais partie encore de ces gens qui croient aussi en Kyrie Irving. Et en plus, je pense que là, il va être un peu soulagé de la pression du numéro 1 de l'effectif, parce que ça sera clairement Kevin Durant. On garde Spencer Dinwiddie, on garde Caris LeVert, il y a toujours Jarrett Allen, il y a DeAndre Jordan, il y a du Kurucs, il y a Taurean Prince, Jeff Green il y a Jeff Green qui vient d'arriver, la re-signature de Joe Harris, la signature de Landry Shamet. Enfin, pour moi, c'est l'effectif sur le papier qui est, si tout marche, c'est prétendant au titre direct. Moi, je les mets en saison régulière, je les mets que 2e, mais je pense que ce sont des prétendants au titre. De toute façon, c'est le titre sinon rien. Et n'importe quelle équipe qui a Kevin Durant peut prétendre au titre, tout simplement. Puis les premières c'est images, mon avis sur le joueur. Les premières images que j'ai vues de Kevin Durant, alors c'est que de la pré-saison, mais 2-3 départs en dribble, comme l'attaque du cercle, les 3 points en première intention, tout ça, ce que j'ai vu, c'est quand même du Kevin Durant. Allez, moi je veux croire qu'il va revenir au top. Non, mais moi, 2e, c'est uniquement période d'adaptation. Exactement. Voilà. Et puis ils vont être ménagés, en plus. Voilà. Donc voilà. Mais sinon, oui. Mais tu sais que même ménagés, il y a une profondeur pour donner du temps de jeu à d'autres joueurs derrière, et ça sera pas forcément beaucoup moins bon. Hein. Non, parce que attends, quand t'es ménagé pour jouer des Knicks, ça va, tu peux y aller sans Kevin Durant. Tu auras quand même Irving et puis tous les autres. C'est ça. Donc ils sont 2 joueurs dans les plus extraordinaires qu'on a vu ces dernières années. Hein, parce que Kyrie Irving, évidemment, il y a des moments où il nous fait des sorties un peu surprenante, mais sur un terrain avec la balle. Pour son retour à Boston, il a désemboûté avec l'encens. Je suis content de prendre son ballon, mais quand il a le ballon et quand on le voit sur un terrain, c'est tout bonnement extraordinaire. Je pense que c'est le meilleur joueur en 1 contre 1 qui existe. C'est vraiment quelqu'un qui a un maniement de la balle et une époustouflant. Quand on joueur d'impact, Kevin Durant, pour moi, c'est le numéro 1. Et pourtant, en numéro 1, on voit une autre équipe. Oui.
Bah oui, les Milwaukee Bucks, donc sans énormément bouger, je pense qu'ils ont fait Quand même. exactement l'ajustement qu'il fallait. Voilà. Drew Holiday. Oui. Drew Holiday à la main. Bah, En plus, on fait partie des non-fans de Bledsoe. hein. Derrick Bledsoe, oui, c'est. C'était un peu limité, moi, je trouve, à la main. hein. Bon défensivement. Oui, mais, voilà. Pour moi, Drew Holiday, on Ouais, rajoute c'est un cran dessus. c'est un cran Parce dessus. Et en que- plus, défensivement, on n'y perd pas. Je pense qu'il est même plus polyvalent. Ouais, complètement. Il est altruiste. Et puis moi, je voudrais que vous vous souveniez, regardez éventuellement le Drew Holiday que vous avez vu avec la Nouvelle-Orléans il y a 2 ou 3 ans maintenant, qui a tout bonnement éteint Damien Lillard. Damien Lillard et Portland à lui tout seul. Ouais, c'était fort. Il arrive à un niveau de jeu à ce moment-là qui est assez extraordinaire. Moi, je lui souhaite qu'une chose, c'est qu'il retrouve ce niveau de jeu. Et là, pour le coup, les Milwaukee Bucks, ça va être quand même un sacré. Alors, on a un vrai trio. Sacrée équipe, Parce hein. qu'il y a toujours Middleton. Moi, je ne doute pas qu'Antetokounmpo va progresser. On l'a vu progresser chaque année. Et je trouve que c'est un joueur qui est intelligent, qui bosse chaque été comme il faut. Il a un physique, ça c'est inégalé dans la ligue. Ouais. C'est le double MVP en titre. Il est meilleur défenseur de l'année. Et là, on lui rajoute effectivement un Drew Holiday. Avoir la limite peut-être d'un Budenholzer. On l'a vu avec... Il faut se rappeler que c'était le coach d'Atlanta. hein. Cette C'est équipe vrai. qui était formidable, qui gagnait 60 matchs, mais Oui. qui passait pas le palier. Parce qu'il manquait des grandes stars. Bah, des fois, il y a des équipes, c'est le mec sur le coach, hein, c'est le mec sur le banc qui fait la différence. Bien sûr. hein. Alors bon, on va pas s'arrêter là. Effectivement, moi je les mets premiers parce que je pense qu'il y a le vécu collectif. Oui. Il y a toujours Brook Lopez, il y a toujours Middleton, il y a toujours des Dante DiVincenzo, des Connaughton qui sortent du banc, Kyle Korver. Kyle Korver qui à mon avis jouera pas beaucoup. Je sais pas, bon, mais qui peut rentrer quelques minutes et rentrer quelques shoots. Mais oui. Non, mais il y aura toujours un effectif riche. Bryn Il y a, Force qui les a rejoints. Bryn jeune ouais, là, c'est qu'on a intéressant. vu aussi intéressant Intéressant, avec les Spurs. Élevé par Popovic. Voilà. Donc non, cette équipe-là, je pense que pour tout ça, effectivement, ils seront premiers de la saison régulière, mais de toute façon, c'est pas là qu'on les attend. Ils ont un cap à franchir en playoffs. Ah, oui. L'année dernière, ils n'étaient même pas en finale de conférence. Cette année, le minimum, c'est la finale NBA. hein. Ils ont filé le pactole à Antetokounmpo, ce qui veut dire que lui, il fait confiance à l'équipe, Oui. même si on sait que maintenant ça veut rien dire, il peut demander son échange, mais bon, quand même, c'est un signe fort. Il veut rester à Milwaukee. Est-ce que on lui a montré assez de choses pendant cette intersaison? J'en suis pas complètement sûr. L'échec du recrutement de Bogdanovic, pour moi, montre un... Dommage. Ouais, et puis en plus, le front office marque pas des points en faisant ça. Non. Tu te dis, bon, comment c'est géré derrière. Enfin bref, Bon. là, pour le moment, on reste que sur la saison régulière, et pour moi, Milwaukee, pour la 3e année d'affilée, finira à la tête de la conférence Est. Eh bien, pour moi aussi. Bon, on vous rappelle nos 2 tableaux. Vous voyez s'afficher à l'écran les 2 tableaux de la conférence Est. C'est la fin de cette émission. Dites-nous si vous avez été d'accord, pas d'accord. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. On va se retrouver très bientôt pour une dernière petite preview. Et puis la saison reprend. La saison reprend ce soir avec déjà un Nets Warriors que j'attends tout particulièrement et un Clippers Lakers aussi qui va peut-être pouvoir nous donner des éléments. Enfin, je pense pas que ça va être le début de saison. Enfin bon, on a hâte que ça reprenne parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le NBA et puis on se retrouve donc très vite pour analyser tout ça. Salut Chris. Salut Pierre. À Au bientôt. revoir.